Bonjour à tout le monde. Donc, moi, je vais plutôt parler de ce qui est des preuves scientifiques qui soutiennent l'utilisation du cannabis médical. Donc, je vais être un peu plus direct et je vais apporter peut-être des données brutes sur l'aspect scientifique de l'utilisation du cannabis médical. Tout à l'heure, on a parlé du cannabis, plutôt les méfaits des cannabis à but récréatif. L'objectif, c'est pas ça, c'est le cannabis médical. Donc, ce qu'a expliqué le professeur Amin, c'est qu'il y a des doses qui sont contrôlées de THC et de CBD, et donc généralement, ça permet de réduire les méfaits du cannabis, on va dire dans la partie médicale. Donc ça, on va passer donc rapidement. Donc le cannabis, donc les effets médicaux donc étaient rapportés depuis plusieurs années et que donc son utilisation thérapeutique, donc il pose plusieurs questions. On a dit éthique, réglementaire et dans notre contexte un peu religieux, est-ce qu'on va l'utiliser ou non? Comment ça va être son acceptance? Ça, peut-être on va laisser ça au débat donc à la fin. Et moi, je vais parler un petit peu donc de ces deux principaux molécules, le THC et le CBD. Et comme vous voyez, d'accord, donc ça sort. Ouais. Donc le THC, donc c'est essentiellement c'est un agoniste donc partiel des récepteurs CB1 et CB2. Par contre, le CBD donc c'est un modulateur de récepteurs. Donc c'est ça aussi la différence entre une molécule qui va entraîner une action agoniste et une autre qui va moduler donc ces récepteurs. Et vous voyez par rapport au THC, donc il y a cet effet donc euphorisant, mais aussi il y a des effets un petit peu donc effet analgésique, effet antispasmodique sur la contraction musculaire, et il y a un effet sur le sommeil qui est variable en fonction de la dose. Lorsqu'il est utilisé à faible dose, donc c'est un régulateur de sommeil. Lorsqu'il est utilisé à forte dose, donc il entraîne des insomnies et il a un effet donc pro et anticonvulsivant. Par contre, le CBD, il a cet effet antiépileptique, cet effet un peu neuroprotecteur antioxydant, un effet analgésique et une diminution aussi de la spasticité. En plus d'autres un petit peu un effet anxiolytique. Et donc à partir de ces effets un peu théoriques du cannabis médical, on va voir donc les indications par rapport à certaines pathologies précises. Et je vais commencer par rapport à la douleur. Donc sur des méta-analyses, euh, c'est vrai, certes, c'est des études avec un effectif qui est un peu faible, et il y a aussi la notion dans la douleur, comment évaluer cette douleur. Donc, dans certaines études, on posait juste la question, est-ce que le patient donc s'est amélioré par rapport à la douleur, ou est-ce qu'on va utiliser l'échelle visuelle analogique, et quel serait le degré, le seuil? Est-ce qu'on si on baisse de 1 ou 2 points, c'est significatif ou pas? Comment percevoir la douleur? Donc c'était très difficile d'évaluer la réponse donc à la douleur. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a donc avec le cannabis, il y a une diminution de la douleur de 50%. Il faut pour un nombre de patients à traiter de 20, mais on va avoir des effets secondaires moins importantes, certes moins importantes que dans le cannabis récréatif. Et si on traite 25 patients, on aura un patient qui va présenter ces effets secondaires. Et donc, ça veut dire qu'il y a une balance bénéfice-risque par rapport à l'utilisation thérapeutique du cannabis dans la douleur chronique neuropathique. Puis il y a cette méta-analyse thématique, donc il y a ces deux présentations. Donc vous voyez lorsqu'on va voir donc dans la première partie donc pour le cannabis. Donc en faveur du cannabis, lorsqu'on va poser la question par rapport à lorsqu'on va juste poser la question, est-ce qu'il y a une amélioration de la douleur? Donc, vous voyez, donc, il y a une amélioration par rapport à la douleur dans le cadre du cancer, la douleur neuropathique, que ce soit aiguë ou chronique, la douleur liée à la spasticité et aussi donc la spasticité musculaire. Mais vous voyez, ça touche souvent donc la ligne médiane, donc le résultat il est un petit peu mitigé. Et lorsqu'on va utiliser une échelle d'évaluation visuelle, donc le résultat il est moins important. Et donc, mais ça reste un peu bénéfique
par rapport à ces trois indications, douleur neuropathique aiguë chronique, douleur dans le cadre d'un cancer et la spasticité dans le cadre, la douleur dans le cadre de la spasticité liée à la sclérose en plaques et les douleurs lombaires. Là aussi, il y a une efficacité du cannabis dans cette indication. Donc, on peut dire que dans la douleur, on va dire la douleur neuropathique, que ce soit aiguë, chronique, la douleur dans le cadre des cancers ou la douleur dans le cadre de la spasticité liée à la sclérose en plaques, il y a un intérêt, il y a un bénéfice donc à utiliser donc ces traitements généralement en association avec les médicaments de traitement de la douleur neuropathique. Puis, donc, la deuxième indication où il y a vraiment des preuves scientifiques, c'est dans la sclérose en plaques. Et dans cette revue systématisée, donc, on a essayé de proposer donc, le cannabis médical et évaluer donc, pour agir sur la spasticité. Et on s'est fixé comme objectif une amélioration de la spasticité sur des échelles spécifiques de plus de 20% comme objectif. Et on proposait ces traitements-là pendant 4 semaines. Et s'il y a une réponse, on maintient. S'il n'y a pas de réponse, on arrête. Et ça a abouti à des recommandations. Et vous voyez les recommandations de l'European Academy. Donc, ils recommandent le traitement pour réduire la spasticité avec un niveau de preuve donc, qui est modéré. Et c'est une recommandation qui est forte. Après, donc, il fixe un petit peu des règles. S'il y a une amélioration qui est inférieure à 50% ou dans d'autres, par exemple les Espagnols, moins de 20%, donc on arrête le traitement. Mais si on a une amélioration juste de 20% sur la spasticité, on peut maintenir le traitement avec donc des effets secondaires qui sont mineurs et qui sont un peu contrôlables. Maintenant, la troisième indication, c'est l'épilepsie. C'est là où il y a pas mal de preuves. Et c'est essentiellement, donc ça c'est dans les épilepsies de l'enfant et pharmacorésistantes, en particulier le syndrome de Dravet et le syndrome de Lennox-Gastaut. Donc il y a des recommandations fortes avec des preuves scientifiques d'ajouter les cannabinoïdes dans ces formes-là. Et une publication récente en 2021 sur JAMA, donc par rapport au cannabis dans l'épilepsie pharmacorésistante dans le cadre de la sclérose tubereuse de Bonneville, qui a abouti donc à un accord de FDA en 2022. Donc on peut dire par rapport à l'épilepsie, donc il y a 3 syndromes épileptiques de l'enfant pharmacorésistant avec des preuves scientifiques qui sont solides, syndrome de Dravet, Lennox-Gastaut et l'épilepsie dans le cadre de la sclérose tubereuse de Bourneville. On peut l'ajouter. On va voir, donc c'est des traitements en add-on, c'est-à-dire on va mettre les traitements antiépileptiques et on va rajouter ça. C'est des enfants de plus de 2 ans. Puis on va arriver, c'est là pour ces 3 premières pathologies, la douleur neuropathique chronique cancéreuse, la spasticité de la sclérose en plaques et l'épilepsie. On a des preuves scientifiques très solides. Par rapport aux autres pathologies qui vont venir, on a des études un petit peu controversées, positives pour certains, négatives pour l'autre. Donc la première, donc, c'était la maladie de Parkinson. Et là, c'est une méta-analyse et on va évaluer on va évaluer l'impact moteur du cannabis et tout ce qui est entouré un petit peu en rouge, c'est les études positives où il y a une amélioration des dyskinésies liées à la L-Dopa, la spasticité, le tremblement, mais ça reste toujours des effectifs qui sont faibles, des études avec 10 patients dans chaque bras, donc c'est difficile de tirer des conclusions, mais on peut dire qu'il y a une matière peut-être à essayer ça, peut-être à faire des études même chez nous. Donc moi j'ai vu que dans le design des études, on propose le traitement pendant 3 mois et on évalue. Moi je pense que c'est un truc qui est tout à fait faisable chez nous et on va évaluer par des scores de PDRS moteur, le tremblement et tout ça. Et on peut répondre facilement à ces traitements-là. Moi je pense j'invite les sociétés savantes qui s'intéressent à ces spécialités peut-être de voir est-ce qu'il y a une matière à faire ça. Je pense qu'on est en train de légaliser ça. Ils seront aussi demandeurs par rapport à ça, d'apporter des preuves scientifiques dans ces situations. Et par rapport à la deuxième, donc la première plaque, c'était la maladie de Parkinson et les symptômes moteurs. Maintenant, c'est les symptômes non moteurs. Et là, peut-être, il y a beaucoup plus de preuves scientifiques
du cannabis, l'action du cannabis sur les troubles de comportement au sommeil paradoxal, l'apathie et la fatigue chez les maladies de Parkinson lorsqu'on prescrit du cannabis à but médical en plus du traitement spécifique de la maladie de Parkinson. Donc, maladie de Parkinson, on va dire, il y a des preuves scientifiques, mais pas assez solides pour faire sortir des recommandations. Là aussi, dans la maladie d'Huntington, donc j'ai trouvé une présentation de 7 cas, donc chez qui on a présenté aussi, donc on a proposé le cannabis thérapeutique, et donc il y avait des éléments positifs donc sur la dystonie, sur l'irritabilité, sur l'humeur de ces patients-là, mais ça reste une étude de 7 cas de maladie d'Huntington, donc il n'y a pas assez d'arguments scientifiques. Sur la maladie d'Alzheimer aussi, donc j'ai trouvé des études qui proposent le cannabis thérapeutique. Donc sur la cognition, donc il n'y a pas de preuves scientifiques. Sur la démence, donc il y a peut-être une action par rapport aux troubles du sommeil, par rapport à l'anxiété. Il parle aussi de l'effet protecteur sur l'hippocampe et tout ça, mais ça c'est des études un peu expérimentales avec des effectifs faibles, mais juste pour dire que ça a été essayé chez les patients avec une maladie d'Alzheimer, que ça soit chez les patients pour évaluer la cognition ou avec un syndrome démentiel. Puis là, c'est un tableau donc, qui résume un petit peu les indications, on va dire, par rapport à l'épilepsie et les syndromes épileptiques de l'enfant. Donc, il y a assez de preuves. Tout ce qui on croit, donc s'il y a une efficacité qui a été démontrée. Là aussi, par rapport à la spasticité liée à la sclérose en plaques et la douleur liée à la sclérose en plaques, tout ce qui on croit avec, donc entouré de guillemets, donc c'est une efficacité donc, qui était possible. Et ça, on le voit essentiellement par rapport donc, à l'épilepsie, au syndrome épileptique pharmacorésistant. Là aussi, ça a été essayé, mais donc il n'y a pas assez de preuves dans les douleurs neuropathiques, dans la maladie de Gilles de la Tourette et donc la maladie de Parkinson. Pour les autres, donc, il n'y a pas assez d'arguments scientifiques pour donc, proposer ces traitements. Donc là, j'ai proposé ces tableaux-là donc avec les molécules donc qui sont utilisées en commercialisation, avec donc leur effet et les articles donc qui soutiennent cette action. Et vous voyez donc il y a en fonction de la molécule, en fonction de la prédominance de CBD ou THC, on a une action un petit peu donc des médicaments qui agissent plus sur l'épilepsie, sur la spasticité, qui améliore un peu donc tout ce qui est maladie de Parkinson, les dyskinésies, la rigidité et le tremblement. Et les douleurs, que ça soit donc toujours donc la douleur, que ça soit neuropathique ou dans le cadre des cancers. Après, il y a d'autres indications non neurologiques qui sont confirmées donc chez les patients donc cancéreux qui reçoivent de la chimiothérapie et qui ont des vomissements qui résistent au traitement. Donc ça, c'est un traitement donc qui est proposé de manière routinière dans les centres d'oncologie. Moi, donc je vais conclure par dire que le cannabis récréatif est différent du cannabis médical, donc il ne faut pas donc faire un amalgame entre les deux. Donc c'est pas la même chose lorsqu'on veut parler de le cannabis à but thérapeutique, c'est des molécules qui sont bien dosées, c'est pas le cannabis à but récréatif avec la plante tout entier, comme a expliqué professeur Amine. Donc il y a des concentrations, c'est pas les concentrations de THC et de CBD, alors que dans le cannabis médical, on connaît les doses, on sait qu'est-ce qu'on prescrit à nos patients. Donc le cannabis médical, donc il est toujours proposé en add-on, donc pas donc seul comme traitement seul dans les indications classiques. L'efficacité avec un niveau de preuve satisfaisant donc dans les épilepsies de l'enfant, on a dit les 3 syndromes, donc Dravet, Lennox-Gastaut et la sclérose tubereuse de Bourneville. La sclérose en plaques dans la spasticité et la douleur liée à la spasticité, et dans les douleurs neuropathiques et cancéreuses, douleurs neuropathiques qu'elles soient aiguës ou chroniques. Et l'efficacité, elle est un petit peu possible dans la maladie de Parkinson, dans la maladie de Huntington, dans le syndrome de Gilles de la Tourette. Sinon, pour les autres pathologies neurologiques, il n'y a pas de preuve scientifique. Moi, je pense à partir de là, je ne sais pas, est-ce que ça mérite peut-être de faire une session, donc avec un focus par rapport
par rapport à certaines indications vraiment précises et discuter. Moi, je pense qu'on a accès peut-être à ce produit. L'État veut faire peut-être, il est en train de légaliser, donc il sera peut-être demandeuse de subventionner des études dans ces indications un peu particulières, on va dire Parkinson, sclérose en plaques, maladie de Parkinson. Ça va pas coûter très cher et ça peut peut-être rapporter ça peut rapporter des preuves scientifiques qui manquent dans la littérature. Et merci.